Cet été, on a eu cette saga autour de OnlyFans, la plateforme donc, qui permet aux créateurs de photos et de vidéos de vendre finalement leur production aux internautes. OnlyFans avait annoncé donc l'interdiction des contenus sexuellement explicites à partir du 1er octobre. Et puis, revirement de situation, la plateforme est revenue sur sa décision. Visiblement, les partenaires bancaires ont fini par céder à la pression. On a eu aussi droit à cette étude de la Fondation Descartes qui nous a appris que les Français passaient plus de temps devant des sites pornographiques que devant des sites d'information. Que dire d'autre que d'autres sites comme YouPorn, Pornhub, Xvideo, Tukif pourraient être bloqués en France, puisqu'on a un projet de décret aujourd'hui qui précise qui précise pas d'ailleurs, mais enfin qui nous dit qu'une simple déclaration de l'internaute sur son âge, donc attestant qu'il est majeur, ne suffit pas, et on attend des précisions sur les mesures techniques qui pourraient être mises en place pour garantir cette majorité. Voilà, ça fait beaucoup de sujets. Il y en a d'autres qui appellent à réguler fortement toute cette industrie. On en débat donc avec François Lévesque, professeur d'économie au Centre d'économie industrielle de Mines ParisTech, Université PSL. Vos activités de recherche portent sur la concurrence, l'antitrust, la régulation aussi des industries de réseau et la propriété intellectuelle. Vous avez fondé Microéconomiste, qui est un cabinet d'expertise économique qui a rejoint Deloitte France, dont vous êtes conseiller aujourd'hui de référence. Et vous avez écrit récemment « Les entreprises hyper puissantes, géants et titans, la fin du modèle global » qui est paru chez Odile Jacob en avril dernier. Pile au moment d'ailleurs où on a parlé de ce décret qui allait s'imposer en France pour les sites de pornographie. Avec nous également pour débattre de ce sujet, Pierre Bessac, informaticien, porte-parole du Parti Pirate. Vous êtes un des fondateurs de Gandhi, le célèbre registrar, enfin je ne sais pas comment on dit... site d'enregistrement, de nom de domaine, hébergeur français et éthique. Vous êtes également responsable du système, responsable du système et réseau de télécom ParisTech, ce qui vous fait des points communs. Et vous avez créé EU.org à une époque pour protester contre la mise en place en 1995 des noms de domaine payants dans le .fr. Et d'ailleurs, cette activité continue visiblement. Vous redistribuez plusieurs centaines de sous-domaines, dites-vous, gratuitement. Voilà, donc ça pose un peu le portrait de nos invités. Je voulais commencer avec vous, François Lévesque, puisque vous avez publié un article dans The Conversation cet été sur la question de la consommation de la pornographie en ligne et puis ses effets aussi potentiels. Vous qualifiez déjà cette consommation de massive. Elle est massive. Il y a eu une enquête très sérieuse au Royaume-Uni qui montrait qu'en septembre 2020, un adulte sur deux avait regardé au moins un site porno. Donc sur un mois, un adulte sur deux. Donc la consommation est devenue massive. Et un autre chiffre, le site le plus connu, Pornhub, eh bien, il y a eu 50 milliards de visites en l'année 2020. 50 milliards. Donc, c'est une consommation, c'est un phénomène de consommation de masse, la pornographie. Et en fait, il y a eu un changement d'échelle grâce à Internet, puisque l'accès est gratuit, l'accès est discret, puisque vous êtes souvent sur votre téléphone portable, et il n'y a rien de plus personnel qu'un téléphone portable. Et l'accès... est libre dans la mesure où on ne vous demande pas votre nom, on ne vous demande pas votre âge, ou si on demande votre âge, mais vous pouvez répondre ce que vous voulez, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, changement d'échelle, vous avez des sites et des millions de vidéos que vous pouvez consulter gratuitement, alors après, on discrètement peut s'en étonner et librement. Ou pas. Mais se pose la question donc, des effets sur la société, finalement, de cette consommation massive. Qu'avez-vous retenu là-dessus ? On est dans le brouillard, c'est-à-dire intuitivement, on a des éléments pour dire qu'il y a de l'addiction, et puis il y a des cas d'addiction à la consultation de sites pornographiques. Intuitivement aussi, on peut dire que l'image de la femme n'est pas extraordinaire, et que, en particulier, la plupart des vidéos montrent que les femmes sont toujours consentantes. Donc, pourquoi demander aux femmes si elles sont consentantes, puisque en fait, on voit qu'elles le sont toujours. Donc, intuitivement, ou le bon sens,
voudrait qu'il y ait beaucoup d'effets négatifs, et d'autant après, et je mets la pédopornographie à côté. Bien sûr. D'accord. Et puis, autre troisième effet négatif qui préoccupe beaucoup les parents, ce sont les consultations de sites pornographiques par leurs enfants. Bon, donc, mais ces effets sont très mal documentés scientifiquement. On connaît très bien, parce qu'il y a des années de travaux et de travaux rigoureux, les effets du tabac, les effets du cannabis, les effets des opioïdes. Donc il y a des calculs, il y a des l'addiction au jeu aussi. L'addiction au jeu, voilà. Et là, eh bien, on connaît très peu de choses. Donc on est dans un monde de croyances où il y a des gens qui croient que c'est extrêmement maléfique, que ça va entraîner plus de violence et plus de violences sexuelles, peut-être même plus de viols. Et puis vous avez d'autres croyances tout à fait opposées qui, et là, certaines personnes pensent qu'au contraire, les gens, comme ils ont un accès gratuit à des sites de pornographie en ligne, eh bien, ils vont être moins violents dans la rue et à l'égard des femmes. Ce sont des pures croyances et il faudrait documenter. Donc il faudrait que quelqu'un s'y intéresse tout à fait sérieusement et nous produise des études documentées sur le sujet. Mais en attendant, se pose la question de la protection des mineurs quand même face à des contenus qui sont censés n'être accessibles qu'au-delà de 18 ans. Alors comment fait-on aujourd'hui pour s'assurer sur Internet de l'âge d'une personne ? Pierre Bissac. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur l'aspect législatif, parce qu'en fait, la loi existe déjà. C'est l'article 227-24 du Code pénal qui interdit la diffusion, qui rend responsable les personnes qui diffusent de la pornographie, de la violence, des images de terrorisme à des mineurs. Et cet article avait été, entre guillemets, contourné par les sites, notamment porno, en mettant une simple demande à l'internaute, voilà, une entrée déclarative. J'assure que j'ai bien 18 ans et que je suis autorisé à consulter ce contenu. Le législateur a estimé que ce n'était pas suffisant, donc en 2020, l'article a été modifié pour pénaliser les intermédiaires, pour dire explicitement que ce n'était pas une méthode de vérification d'âge suffisante. Et les Britanniques nous ont précédés, ils ont passé une loi similaire en 2017 qui est dans le cadre du Digital Economy Act, et ils ont essayé de mettre ça en place entre 2017 et 2019, c'est-à-dire parce que le législateur en France comme au Royaume-Uni n'a pas à spécifier de moyens techniques particuliers, c'est aux intervenants de ce. Oui, c'est là où c'est compliqué et où je voulais vous entendre. C'est si on n'a pas besoin de préciser dans la loi quelles sont les mesures techniques à mettre en place, comment on vérifie que ces mesures sont satisfaisantes ou non ? Alors c'est tout le problème, c'est que le diable est dans les détails, c'est que ça pose de gros problèmes généraux sur la gestion d'identité en ligne, la gestion de données sensibles, puisque là elle concerne la sexualité, donc le domaine tout à fait privé, et donc les risques de fuite associés. Qui nous ferait basculer dans un autre monde que celui qui vient d'être décrit, où justement on est dans un monde d'anonymat, enfin pseudonymat, enfin en tout cas de discrétion. Relatif, voilà. De discrétion, on va dire. On n'est jamais dans un anonymat absolu sur Internet, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire sans divulguer son identité. La plupart des accès, pour des raisons de liberté de communication, se font dans l'anonymat, ou dans le pseudonymat au pire. Oui. Voilà. Sauf quand il y a un accès payant. Alors, le plus souvent, quand il y a un accès payant, il y a de plus en plus d'accès payants, eh bien, évidemment, vous devez laisser un numéro de carte bleue, vous devez laisser votre nom. Alors, se pose la question, est-ce que c'est la garantie qu'on a un majeur derrière cet abonnement parce qu'il est payant ? Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour considérer qu'on a un majeur derrière son écran ? C'est pas suffisant, mais en tout cas, ça serait une bonne idée que ça soit payant. Pourquoi je dis que ça serait une bonne idée ? Parce que je suis économiste et donc, de la même façon que les économistes proposent de limiter les embouteillages en faisant payer les autoroutes ou aux périphériques, voire même à la voirie urbaine parisienne pour un péage urbain, où les économistes défendent l'idée d'une taxe sur le carbone, et bien de la même façon, lorsque vous avez un phénomène massif auquel que vous voulez combattre ou en tout cas diminuer, eh bien il faut rendre cet accès payant. Alors, le problème de l'accès payant, c'est qu'il n'assure pas la majorité du payeur, puisque un adolescent peut avoir une carte bancaire désormais et il peut aussi piquer la carte de ses parents.
Donc, et d'autant plus facilement avec les nouveaux moyens de paiement, finalement, où on embarque des empreintes de cartes bancaires sur les téléphones des ados pour qu'ils puissent évoluer plus facilement pendant leurs vacances. Enfin bon. Et donc, il serait assez simple de s'abonner à un site sans être majeur. Ah, tout à fait, oui, c'est extrêmement simple. Oui. Est-ce qu'il faut, au-delà de la question de vérification de la majorité des internautes, est-ce qu'il faut essayer de davantage réguler cet écosystème de la pornographie en ligne? Est-ce que vous avez l'impression, vous, François Lévesque, qu'aujourd'hui, c'est une zone de non-droit qui n'est aucunement régulée? C'est très peu régulé. C'est un peu ce qu'on entend c'est très peu régulé. en bruit de fond en ce moment. Parce que, et notamment si vous prenez cette chose un peu bizarre et pas très connue, qui est le droit de la concurrence. Oui, que vous connaissez bien. Les monopoles sont combattus, les abus de position dominante sont combattus. Il y a des enquêtes contre Apple, contre Amazon, etc. Donc contre les GAFA. Eh bien, vous avez un GAFA du porno qui s'appelle MindGeek, qui est une entreprise qui est localisée, qui a ses bureaux à Montréal. Eh bien, alors les gens connaissent plutôt Pornhub, qui est donc le site dont est propriétaire MindGeek. Voilà, mais parmi d'autres sites. C'est-à-dire, en gros, c'est une espèce de Google de la pornographie qui détient la majorité du marché. Voilà, ça va pas. Je suis pas sûr que les régulateurs de la concurrence aient envie de mettre leur nez dans cette affaire. C'est pas très. De la même façon que, en tant qu'économiste, j'ai hésité à écrire sur la pornographie. C'est pas très gratifiant, si vous voulez. C'est très glauque en plus. Donc les régulateurs tiennent pas trop à mettre les doigts dans ce truc-là. Alors, je pense que la monétisation je pense qu'il sera embêtant de forcer la monétisation des contenus parce que ça ne peut que renforcer justement un GAFAM du porno. Et je pense qu'il est important qu'il y ait des acteurs qui puissent distribuer, pas forcément des acteurs commerciaux d'ailleurs, mais des acteurs... Donc comme sur OnlyFans, en fait, des amateurs. Voilà, des amateurs puissent diffuser librement leur... En fait, tout dépend des effets. Si les effets pour la société sont très graves parce que il y a une violence sexuelle plus grande, il y a un mépris des femmes plus grand, il y a des adolescents qui pensent que ce qu'ils voient, ils doivent le pratiquer en vrai. Donc si le problème est très grave, eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre des situations, des mesures fortes. Et des mesures fortes, ça veut dire rendre l'accès un peu moins libre, ça veut dire rendre l'accès un peu moins gratuit, et ça veut dire limiter la discrétion. Alors là, limiter la discrétion, ça paraît un peu compliqué. Mais on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, si l'effet est très grave. On peut même ne pas exclure qu'il y ait des effets positifs, en général, pour la société. Je n'en sais rien. En revanche, il me semble qu'on peut faire le pari qui est celui de la prudence, qui est celui du principe de précaution, qui serait que, de faire en sorte que les jeunes consomment moins facilement de la pornographie. Pourquoi ? Parce que, comme vous citiez une enquête, l'âge moyen de la vision de la pornographie en France, c'est de 13 à 14 ans. Vous avez un adolescent, donc une personne de moins de 18 ans... vous avez 3 personnes de moins de 18 ans sur 10 qui consultent régulièrement des sites de porno, donc des jeunes qui... Voilà. Et vous avez une personne de moins de 10 ans sur 10 qui consulte un site porno tous les jours. Donc, si on pense que ça, c'est grave... Je voudrais dire quelque chose quand même, c'est qu'on ne parle jamais des parents là-dedans. Et donc, a priori, ce sont eux qui sont responsables, d'abord par rapport à l'enfant. Et ce qu'on dit, nous, au Parti Pirate, c'est qu'il y a des moyens... pour les parents, il faut développer les moyens avant de réguler fortement les contenus. Des outils éducatifs. Voilà. Il existe déjà des systèmes de contrôle parental. Alors, c'est pas forcément... ça habitue les gens à la censure, donc ça n'a pas que des avantages. Mais en ce qui concerne le porno, on peut très bien envisager des campagnes d'information par l'État, par exemple. Également, il existe une charte des fournisseurs d'accès qui se sont plus ou moins engagés à fournir des systèmes de contrôle parental permettant à un parent de fournir un accès à Internet protégé à son enfant s'il le désire.
Donc ça, c'est Ce que quelque chose qui existe vous déjà. nous dites, Pierre Bessac, c'est finalement, il ne faut pas chercher des mesures techniques pour limiter l'accès aux mineurs. Il faut faire de l'éducation. Vous pensez que ça peut Je pense suffire? oui, on n'a pas Parce essayé. que ça déjà. prend du temps. Je ne sais pas si ça peut suffire, mais on peut déjà Et il essayer. y a le problème du court terme. Le court terme, ça fait- L'éducation prend du temps. c'est vrai, mais il y a quand même déjà des mécanismes qui existent. Ils sont prêts à être déployés chez les fournisseurs d'accès. D'ailleurs, incidemment, le blocage dont vous parliez, c'est suite à un recours par des associations de protection de la famille qui ont qui ont porté en justice le fait que l'accès était encore trop libre et non conforme à la loi pour les sites porno. Et le jugement doit être rendu le 8 octobre. C'est le magazine Next Impact qui a sorti l'affaire. Hein. Le juge pourrait décider de bloquer ces sites par les procédés de blocage de noms de domaine français, qui concernent les 4 plus gros fournisseurs d'accès. Donc on ne sait pas encore ce que le juge fera, parce que c'est une question de proportionnalité. Est-ce que la protection, c'est ce que disait monsieur, est-ce que le danger pour les mineurs est tel qu'il faille bloquer pour l'ensemble de la société les sites contrevenants? Voilà, c'est une question. Et en fait, on s'aperçoit que les systèmes de contrôle parental des fournisseurs d'accès sont souvent fondés en partie sur le même système technique de blocage par les noms de domaine, ce qui permettrait de repousser le problème vers la décision des parents vis-à-vis de l'éducation de leur enfant. Donc en fait, ça serait juste une question de communication à ce stade pour populariser ces systèmes et peut-être resserrer 2-3 boulons. Voilà. Alors, j'ai vu aussi passer un sondage, je crois que c'est Pornhub qui a lancé un sondage auprès de ses utilisateurs qui leur demande il leur semble juste de davantage vérifier leur identité, leur âge et de mettre en place des mesures techniques beaucoup plus contraignantes. À mon avis, la majorité a répondu non. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est à l'utilisateur finalement qu'il faut poser la question? Sans doute pas. Il y a aussi, parce que sur aujourd'hui cette industrie, vous avez parlé de plus de 45 milliards de visites pour MindGeek en 2020. Juste ce qui est énorme. On imagine en chiffre d'affaires ce que ça peut représenter. Est-ce que si on impose des mesures plus strictes de vérification d'âge des utilisateurs, est-ce que ça peut avoir un impact négatif aussi sur leur business? Ça aura sûrement un impact négatif, puisque l'idée d'imposer un contrôle serait de diminuer la consommation d'une partie des consommateurs. Donc ça aura un impact. Et pas seulement, puisque ça aurait aussi comme effet de davantage contrôler l'identité des utilisateurs, même s'ils sont adultes. Oui, alors je ne connais pas le profil moyen de celui qui consulte un site porno, mais peut-être que ce coût, il va apprécier que ce coût je suis un économiste, hein, donc une analyse coût-bénéfice, le coût d'avoir peut-être des informations divulguées, parce qu'on lui demande son identité par rapport au bénéfice de pouvoir consulter des sites porno, il pourra penser sans doute que le bénéfice est plus grand que ce nouveau. Je vais faire une petite remarque, c'est que je pense qu'il y a 2 sujets bien distincts. C'est l'accès du porno aux mineurs, qui tombe sous le coup de la loi, et le fait de vouloir restreindre la diffusion de pornographie auprès des majeurs, qui est à mon avis un sujet complètement non, mais disons qu'une mesure peut avoir des effets beaucoup plus oui, c'est ça. Mais importants que l'objectif recherché au départ. Oui. Et c'est pour ça qu'on a changé d'échelle. C'est-à-dire qu'un adolescent qui voulait aller voir un film porno au cinéma, je pense que la caissière, eh bien, elle voyait s'il avait moins de 18 ans, et si elle soupçonnait qu'il avait moins de 18 ans, eh bien, elle demandait la carte d'identité. Et donc, ceux qui arrivaient barbus, avec un grand chapeau et des lunettes noires, et qui mesuraient 1m80, on ne leur demandait pas la carte d'identité. Donc, effectivement, si vous faites un contrôle, le contrôle, je vois mal comment un contrôle via Internet n'obligerait pas ceux qui ont plus de 18 ans à dire qu'ils ont plus de 18 ans, contrairement à l'entrée dans un sex shop ou dans un cinéma porno. C'est ça, donc on perdrait cette discrétion. Vous avez d'ailleurs noté quelque chose d'intéressant. Vous dites que cette industrie, elle génère énormément de visites, de chiffre d'affaires, mais finalement, elle n'est pas forcément si profitable. Non, elle n'est pas très profitable. Pourquoi ? Parce que, principalement pour 2 raisons. La première, c'est que
c'est une industrie qui paye très cher l'argent qu'elle doit lever. C'est-à-dire que voilà, Amazon, tout le monde veut mettre de l'argent, tous les capitaux risqueurs ont mis de l'argent, même si cette entreprise ne rapportait pas. Voilà, les capitaux risqueurs mettre de l'argent dans le porno, c'est pas génial, surtout si on l'apprend. Voilà. Donc, et peut-être aussi que moralement, ils n'ont pas envie. On ne sait jamais. Il y a peut-être des financiers à qui cette idée traverserait l'esprit. Donc l'argent est très cher pour eux. Ensuite, les commissions, voilà, les commissions bancaires en fait sont très élevées parce que vous devez payer avec votre carte bleue, vous devez payer avec PayPal ou d'autres, et les opérateurs prennent des commissions absolument astronomiques. Et donc peut-être finalement que cette régulation vient par l'économie tout simplement. Merci beaucoup Pierre Bessac, donc porte-parole du Parti Pirate, informaticien, et François Lévesque, professeur d'économie chez Mines Paris Tech, Université PSL. Merci. On part en pause et on se retrouve après dans Smart Tech pour parler de Jenny Style de Werisma, un portrait de femme tech inspirante.